Mon nom est Marguerite, j'ai 83 ans. Et il y a 3 semaines, je me suis tenue dans ma salle de bain à 6h30 du matin. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que je m'y prenais mal depuis toujours. Pas quelque chose de grandement philosophique, quelque chose de plus petit, de plus embarrassant. Je me lavais le corps de la même façon depuis que j'étais petite fille. Visage, bras, torse, jambes. Terminé. 20 minutes, entrée et sortie de la douche, et on passe au reste de la journée. Mais ce matin-là, après mon rendez-vous chez le médecin la semaine précédente, après ce qu'elle avait dit sur l'infection et comment elle aurait pu être évitée, je me suis tenue là, dégoulinante d'eau avec ma serviette enroulée autour de moi, et j'ai pensé, combien d'années ai-je perdu parce que je ne savais pas? Personne ne vous dit ça. Pas votre mère. Pas les magazines, pas les vidéos joyeuses en ligne avec les jeunes femmes dans leur salle de bain d'un blanc immaculé, démontrant des routines de soins de la peau en 10 étapes. Personne ne vous dit qu'il y a des parties de votre corps que vous ne nettoyez probablement pas. Des parties qui comptent plus que vous ne le pensez. Des parties qui, si on les néglige, peuvent silencieusement vous voler des années de vie. Je ne savais pas, et je suppose que vous non plus. Ça a commencé avec mes oreilles. Pas à l'extérieur, j'avais toujours essuyé ça, je les gardais présentables. Mais l'intérieur, les parties qu'on ne peut pas voir dans le miroir. J'avais du mal à entendre depuis des mois, des petites choses au début. Emma, la fille de ma voisine, disait quelque chose pendant qu'on rentrait de l'école à pied et je devais lui demander de répéter. La télévision devenait de plus en plus forte. Les appels téléphoniques devenaient frustrants. J'ai supposé que c'était l'âge. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Puis, lors d'un examen de routine, Dr Patel, c'est mon médecin traitant, efficace et gentil, de cette façon qu'ont les jeunes médecins quand ils sont encore optimistes, m'a demandé si j'avais ressenti un quelconque inconfort aux oreilles. Bah vraiment, ai-je dit. Juste, plus difficile d'entendre parfois. Elle a regardé dans mes oreilles avec ce petit instrument lumineux, a fait une pause, a regardé de nouveau. « Marguerite, quand avez-vous nettoyé l'intérieur de vos oreilles pour la dernière fois ?» J'ai cligné des yeux. Je les essuie après la douche. L'intérieur? Le conduit auditif? Je croyais qu'il ne fallait pas. Elle s'est assise en arrière, a éteint sa lumière. C'est partiellement vrai. Vous ne devriez pas utiliser de coton-tige en profondeur dans le conduit. Il pousse le cérumen plus loin. Mais vous devez nettoyer la partie externe du conduit régulièrement, surtout en vieillissant. Vos oreilles produisent moins de cérumen naturellement maintenant, mais ce qui reste devient plus dur, plus sec. Ça s'accumule. Elle m'a montré un petit miroir. La quantité de cérumen compacté dans mon conduit auditif comme des sédiments dans un vieux tuyau. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Ça, dit-elle doucement, c'est probablement pourquoi vous avez du mal à entendre. Et si ça devient assez grave, ça peut mener à des infections, des vertiges, même des problèmes d'équilibre. J'ai quitté ce rendez-vous avec des instructions, une bouteille d'huile minérale et une humiliation que je n'arrivais pas tout à fait à secouer. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais rabroué Emma parce qu'elle marmonnait. Toutes les fois où j'avais monté le son de la télé et m'étais dit que c'était juste la vieillesse qui s'installait. Ce n'était pas ça, c'était du cérumen. Chose numéro 1, vos oreilles. Voici ce que Dr Patel m'a dit de faire et ce que je fais 1 jour sur 2 depuis. Après ma douche, pendant que mes oreilles sont encore légèrement humides et chaudes, je prends un gant de toilette propre, doux, pas un de ces gants rêches sur lesquels Richard insistait toujours, et je l'enroule autour de mon index. J'incline ma tête d'un côté. J'essuie doucement la partie externe de mon conduit auditif. Pas en profondeur. Juste l'entrée. La partie qu'on peut atteindre sans rien enfoncer. Puis je fais l'autre côté. 1 fois par semaine, je mets 2 gouttes d'huile minérale dans chaque oreille avant de me coucher. Ça ramollit le cérumen qui s'accumule, ça facilite l'expulsion naturelle par le corps. Le matin, j'essuie ce qui est remonté à la surface, c'est tout.
Pas de coton-tige enfoncé là où il ne devrait pas aller. Pas de gadgets coûteux. Juste un gant de toilette et un peu d'huile. En 2 semaines, je pouvais entendre Emma clairement de nouveau. La télévision est revenue à un volume normal. J'ai arrêté de demander aux gens de se répéter. C'était comme si quelqu'un avait rallumé le monde. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Vos oreilles ne concernent pas seulement l'audition. Elles affectent votre équilibre, votre conscience spatiale. Les minuscules os et canaux à l'intérieur vous aident à rester debout, à vous déplacer dans le monde sans trébucher. Quand ils sont bouchés, quand ils sont enflammés ou infectés, ce système vacille. Je n'avais pas fait le lien au début, mais en y repensant, je m'étais sentie instable pendant des mois. Pas assez pour tomber, juste pas tout à fait bien, comme si le sol n'était pas tout à fait là où je l'attendais. Une fois mes oreilles dégagées, ça aussi c'est parti. J'en ai parlé à Sarah un matin pendant notre promenade. Elle est restée silencieuse un moment puis a dit « Je devrais probablement vérifier les miennes ». Elle l'a fait. Il s'est avéré qu'elle avait le même problème. On en a ri. 2 femmes adultes marchant à moitié sourdes parce qu'on ne savait pas qu'on était censé nettoyer nos oreilles. Mais ce n'était pas vraiment drôle. Combien d'autres choses nous échappèrent? Chose numéro 2, entre vos orteils. La deuxième chose que j'ai apprise venait de ma propre bêtise. C'était en juillet. Chaud. Le genre d'été du centre de la France où l'air vous colle comme une couverture mouillée, et même l'herbe a l'air fatiguée. Je portais la même paire de baskets pour mes promenades matinales avec Sarah. Confortable, faite aux pieds, probablement plus vieille qu'Emma. Un matin, j'ai remarqué une démangeaison entre mon 4e et mon 5e orteil du pied droit. Juste une petite. Je l'ai grattée. J'ai oublié. Une semaine plus tard, la démangeaison était pire. La peau avait l'air rouge, légèrement gonflée. Je n'y ai toujours pas prêté attention. Puis Sarah m'a vu grimacer pendant qu'on marchait. « Ça va? »« Bien. » Juste mon pied. Elle s'est arrêtée. « Fais voir. » On était au milieu du trottoir à 5h15 du matin. Je me sentais ridicule. Mais je me suis assise sur le perron de quelqu'un et j'ai enlevé ma chaussure. Sarah s'est accroupie, a regardé mon pied et a dit « Marguerite, c'est une mycose. » Je n'ai pas de mycose. J'ai 83 ans. L'âge ne t'immunise pas contre les champignons. Elle avait raison, bien sûr. Je suis allée à la pharmacie cet après-midi-là, j'ai acheté une crème antifongique et j'ai commencé à traiter. Mais ce qui m'est resté, c'est ce que le pharmacien a dit quand je lui ai demandé comment j'avais attrapé ça. « Est-ce que vous séchez entre vos orteils après la douche ?» Je l'ai fixé. « La plupart des gens ne le font pas, » a-t-il continué. Ils sèchent leurs pieds, mais pas entre les orteils. C'est là que l'humidité reste piégée. L'environnement parfait pour les champignons. Je me douchais depuis 75 ans et je n'avais jamais séché entre mes orteils. Voici ce que je fais maintenant. Après chaque douche, je m'assois sur le bord de mon lit avec une serviette propre. Je prends mon temps. Je sèche chaque orteil individuellement, passant la serviette dans les espaces comme si je passais du fil dentaire. Ça semble absurde au début, excessif. Mais en 3 jours de ce traitement, combiné avec la crème antifongique, l'infection a commencé à disparaître. Et j'ai remarqué autre chose. Mes pieds se sentaient mieux, plus légers, moins gonflés à la fin de la journée. Il s'avère que l'humidité piégée ne cause pas que des mycoses. Elle ramollit la peau, la rend plus sujette aux craquelures, aux ampoules. Elle crée un environnement où les bactéries prospèrent. Vos pieds vous portent partout. Chaque pas que vous avez jamais fait, chaque endroit où vous êtes jamais allé. Et la plupart d'entre nous les traitent comme une pensée après coup. J'ai commencé à faire attention après ça, à vraiment regarder mes pieds. J'ai remarqué de petites fissures au talon que j'avais ignorées pendant des années. De la corne qui s'était accumulée lentement sans que je m'en aperçoive. Un ongle décoloré d'une façon que j'avais supposé être juste l'âge. J'ai acheté une pierre ponce. J'ai commencé à utiliser de la crème hydratante, pas entre les orteils. Le pharmacien avait été très clair là-dessus, mais sur le dessus et les plantes.
J'ai pris rendez-vous chez un podologue, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Elle a regardé mes pieds et a dit « Ce sont de bons pieds. Vous en avez pris soin. » J'ai failli rire. Je n'avais rien fait, pendant des décennies, mais je ne l'ai pas corrigé. À la place, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas perdre ma mobilité parce que je n'avais pas séché entre mes orteils. Emma m'a demandé une fois pourquoi j'étais assise sur mon perron à sécher mes pieds avec une serviette. Ça fait partie de ma routine maintenant, ai-je dit. Elle a penché la tête comme elle fait quand elle essaie de comprendre la logique des adultes. Ma mère dit que les routines, c'est ennuyeux. Certaines routines te gardent en vie, ma chérie. Elle a considéré cela. Puis elle s'est assise à côté de moi et a commencé à sécher ses propres pieds avec le bord de ma serviette, très sérieusement, un orteil à la fois. Je ne l'ai pas arrêtée. Si elle apprenait ça maintenant, à 8 ans, elle n'aurait jamais à le désapprendre à 80. Chose numéro 3, derrière vos oreilles. La troisième chose que j'ai apprise venait d'une odeur. Je ne l'ai pas remarquée au début. On ne remarque pas quand c'est notre propre corps. Mais un matin, en mettant mes lunettes, j'ai senti quelque chose de pas normal. Aigre, légèrement moisi, j'ai vérifié mes vêtements. Propres, mes cheveux fraîchement lavés. Je n'arrivais pas à identifier d'où ça venait. Puis, quelques jours plus tard, Sarah s'est penchée pour regarder un oiseau qu'on avait repéré pendant notre promenade, et j'ai vu son nez se plisser, juste légèrement, juste assez. Elle n'a rien dit, mais je savais. Ce soir-là, je me suis tenue dans ma salle de bain et j'ai essayé de trouver d'où venait l'odeur. Je me suis lavé le visage à nouveau, le cou, les cheveux. Puis, sur une intuition, j'ai touché la peau derrière mon oreille. Elle était grasse, légèrement collante. J'ai porté mes doigts à mon nez. C'était là. L'odeur venait de moi, de derrière mes oreilles. J'ai ressenti une vague de honte si forte que j'ai dû m'asseoir sur le bord de la baignoire. Depuis combien de temps me promenais-je comme ça? Combien de personnes l'avaient remarqué et n'avaient rien dit? J'ai cherché sur Internet. Apparemment, la peau derrière vos oreilles produit du sébum, une substance huileuse qui protège votre peau. Mais si vous ne la lavez pas régulièrement, elle s'accumule, se mélange aux cellules mortes, commence à sentir. C'est plus courant qu'on ne le pense, surtout en vieillissant quand on n'est peut-être plus aussi minutieux sous la douche, quand on est fatigué ou que nos mains ne fonctionnent plus aussi bien ou qu'on essaye juste de passer à travers la journée. Je l'ai ajouté à ma routine. Chaque matin, après m'être lavé le visage, je prends un gant de toilette humide et j'essuie derrière les 2 oreilles. Doucement mais consciencieusement, puis je les sèche. Ça prend 10 secondes. En 1 semaine, l'odeur avait disparu. Je ne sais pas si Sarah a remarqué. Je n'ai pas demandé. Mais moi j'ai remarqué, et c'était suffisant. Je pensais que l'hygiène était simple, savon, eau terminé. Mais debout dans ma salle de bain ce matin-là, après mon rendez-vous chez le médecin, j'ai réalisé il y a des parties de nous qu'on nous a appris à ignorer, des parties qu'on suppose vont prendre soin d'elles-mêmes, et parfois c'est le cas. Mais parfois, non. Et le coût de cette ignorance n'est pas toujours évident. Ce n'est pas une crise soudaine. C'est une érosion lente, l'audition qui diminue, l'équilibre qui vacille, la peau qui craquelle, des odeurs qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre les remarque, de petites pertes qui s'additionnent, jusqu'à ce qu'un jour, on se tienne devant un miroir à 83 ans, se demandant combien de choses auraient pu être différentes. Je ne peux pas récupérer ces années, mais je peux vous dire ce que j'ai appris. Et peut-être, juste peut-être, vous n'aurez pas à l'apprendre de la même façon que moi. Chose numéro 4, votre nombril. La 4e chose que j'ai apprise est arrivée à cause d'Emma. On était assises sur mon perron. C'était peut-être 2 semaines après l'incident derrière les oreilles. Et elle mangeait une pomme de cette façon inefficace qu'ont les enfants, prenant de petites bouchées à des endroits aléatoires et laissant la plupart intactes. Elle me racontait quelque chose qui s'était passé à l'école. Un garçon nommé Timothée qui avait été envoyé chez le directeur pour avoir mis un caillou dans le sac de quelqu'un.
Les détails étaient flous, mais Emma était très investie dans le récit. Je n'écoutais qu'à moitié, parce que j'avais remarqué quelque chose. Une odeur légère, pas forte. Juste là, douce et aigre en même temps, comme des fruits laissés trop longtemps dehors. J'ai vérifié mes vêtements. Rien. Emma a continué à parler. Puis elle s'est déplacée sur la marche du perron, s'est adossée à la rambarde, et son t-shirt s'est légèrement relevé. J'ai vu son nombril, et j'ai réalisé, l'odeur venait d'elle. Emma, ai-je dit, interrompant une digression sur l'historique des incidents liés aux cailloux de Timothée. Quand as-tu nettoyé ton nombril pour la dernière fois? Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, à regarder son ventre. Quoi? Ton nombril, tu le laves? Elle a plissé le nez. Je lave mon ventre. Mais à l'intérieur de ton nombril? Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'elle se lave les globes oculaires. Pourquoi je ferais ça? Je l'ai renvoyée chez elle avec des instructions. Je lui ai dit d'utiliser un gant de toilette, de l'eau chaude, du savon doux, aller à l'intérieur mais pas trop agressivement. Puis je me suis tenue dans ma cuisine et j'ai pensé, quand ai-je nettoyé le mien pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. Ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain, j'ai soulevé mon haut et j'ai vraiment regardé. Mon nombril est rentré. Profonde. Le genre qui collecte des choses. J'ai pris un coton-tige, je l'ai trempé dans de l'eau tiède et j'ai nettoyé soigneusement l'intérieur. Le coton-tige est ressorti gris. Je l'ai refait, toujours gris. 4 cotons-tiges plus tard, il est enfin ressorti propre. Et je me suis senti mal. Depuis combien de temps ça s'accumulait? Des mois? Des années? Je l'avais lavé autour toute ma vie. Par-dessus. Jamais dedans. Comme si ça ne comptait pas. Comme si c'était décoratif. Voici ce que je ne savais pas et ce que Dr Patel m'a expliqué quand j'ai finalement trouvé le courage de demander « Votre nombril est un pli de peau, chaud, sombre, humide, parfait pour que les bactéries prolifèrent. La plupart du temps, c'est inoffensif, juste de la saleté et des cellules mortes et des peluches de vêtements. Mais si ça s'accumule suffisamment, ça peut commencer à sentir, peut s'infecter, peut causer une irritation qu'on ne remarque même pas jusqu'à ce qu'elle soit là depuis si longtemps qu'on pense que c'est normal. Elle m'a parlé d'une patiente, plus âgée que moi, qui avait développé une vraie infection dans son nombril parce qu'elle ne l'avait jamais nettoyé. C'était devenu si grave qu'elle avait eu besoin d'antibiotiques. Ce n'est pas courant, a dit Dr Patel. Mais ce n'est pas rare non plus, surtout chez les adultes plus âgés qui ont des problèmes de mobilité ou qui simplement oublient. Ce mot m'est resté, parce que je n'avais pas oublié, je n'avais juste jamais su. Maintenant, tous les quelques jours, je nettoie mon nombril, gants de toilette ou coton-tige, eau tiède, un tout petit peu de savon, rincer consciencieusement, sécher complètement. Ça prend peut-être 20 secondes. Et je n'ai plus senti cette odeur douceâtre aigre depuis. Emma m'a fait son rapport une semaine plus tard. J'ai fait ce que vous avez dit, Madame Marguerite. Et c'était dégoûtant. Mais ma mère a dit que je dois le faire maintenant à chaque douche. Ta mère a raison. Elle a soupiré, le long soupir d'une enfant à qui on demande de faire quelque chose de légèrement gênant. Vieillir, c'est compliqué. Je ne l'ai pas corrigée. Elle n'avait pas tort. Chose numéro 5. Sous vos ongles. La 5e chose est venue de ma sœur Jeanne. Elle a appelé un soir. Jeanne, c'est la seule de la fratrie à qui je parle encore régulièrement, celle qui se souvient des anniversaires et pose de vraies questions au lieu de juste cocher des cases. On parlait de rien de particulier. Le temps, ses petits-enfants, une recette qu'elle avait essayée et qui n'avait pas marché. Puis elle a dit « Ah, je voulais te demander. Tu as fait du jardinage? » « Non. » « Pourquoi? » « Tes ongles. La dernière fois que je t'ai vue, ils avaient l'air, je sais pas, cells. » J'ai regardé mes mains. Elle avait raison. Il y avait de fines lignes sombres sous mes ongles. Pas de la boue, pas de la graisse. Juste de la crasse. Je n'avais pas fait de jardinage. N'avais rien fait qui aurait pu l'expliquer.
Je ne sais pas d'où ça vient, ai-je dit. Mais je savais, je ne voulais juste pas le dire à voix haute. J'avais arrêté de frotter sous mes ongles il y a des années, pas consciemment. C'est juste, partie, une de ces choses qu'on fait de moins en moins jusqu'à ce qu'on ne le fasse plus du tout. Mes mains ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. L'arthrite rend certains mouvements douloureux. Frotter sous mes ongles avec une brosse, quelque chose que je faisais sans réfléchir quand j'étais plus jeune, était devenu gênant, uncomfortable. Alors j'avais arrêté, et la crasse s'était accumulée si lentement que je ne l'avais pas remarqué. Mais Jeanne l'avait remarqué, et si Jeanne l'avait remarqué, combien d'autres personnes l'avaient vu et n'avaient rien dit. J'ai acheté une brosse à ongles douce le lendemain. J'ai commencé à l'utiliser chaque fois que je me lavais les mains, doucement, sans frotter assez fort pour que ça fasse mal, juste assez pour aller sous les ongles, déloger ce qui s'y était installé. Ça a fait mal au début, pas la brosse, la prise de conscience, que j'avais marché partout avec des ongles sales, que j'avais laissé quelque chose d'aussi basique m'échapper, que j'étais devenue le genre de vieille femme que les gens remarquent et plaignent. En une semaine, mes ongles avaient de nouveau l'air propre. Jeanne n'a rien dit la fois suivante qu'on a parlé, mais j'ai remarqué qu'elle remarquait, et c'était suffisant. J'ai commencé à penser à toutes les petites choses qu'on arrête de faire, pas parce qu'on le décide, parce qu'elles deviennent difficiles, parce que nos corps ne coopèrent plus, parce qu'on est fatigué ou distrait ou qu'on ne voit tout simplement plus l'intérêt. Et lentement, sans s'en rendre compte, on devient invisible, pas à nos propres yeux, aux yeux de tous les autres. La femme aux ongles sales, l'homme qui sent légèrement aigre, la personne dont on s'éloigne un peu plus sans savoir pourquoi. On ne voit pas ça arriver. Mais tous les autres le voient. J'ai écrit à ce sujet, en fait. Il y a quelques mois, j'ai commencé à mettre des choses sur papier. Pas un journal, juste des pensées, des choses que j'avais apprises, des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. C'est devenu plus que ce que j'attendais. Je l'ai appelé le code de la liberté, parce que c'est ce que j'avais l'impression de découvrir. Comment rester indépendante? Comment garder sa dignité quand votre corps essaye de vous la prendre? Comment remarquer les petites pertes avant qu'elles ne deviennent grandes? Ma petite fille Claire m'a aidé à le mettre en ligne. L'a rendu numérique, elle a dit, pour que n'importe qui puisse le lire. J'ai failli ne pas le publier. Je n'arrêtais pas de penser, qui veut lire les notes d'une vieille femme sur comment se laver derrière les oreilles? Mais ensuite, quelqu'un nommé Dorothée a laissé un commentaire disant qu'elle avait lutté avec les mêmes choses. Se sentir invisible, avoir l'impression de se perdre par petits incréments. Elle a dit que le lire l'avait fait se sentir moins seule. Et quelqu'un d'autre, Patricia, a dit que la section sur maintenir son indépendance sans demander la permission l'avait finalement poussée à tenir tête à sa fille qui la traitait comme une enfant. Alors je l'ai laissé. C'est dans le commentaire épinglé si vous voulez le lire. Je vais peut-être le retirer un jour, je suis encore timide avec mon écriture, mais pour l'instant c'est là. Il y a plus dedans sur ces parties du corps, sur les choses qu'on oublie, sur rester visible dans un monde qui arrête de vous voir. Bref, chose numéro 6, vos aisselles. La 6e chose s'est passée au supermarché. J'étais debout dans la file de caisse, déchargeant mes articles sur le tapis roulant. Pain, lait, œufs, l'habituel. La caissière était jeune, 19, peut-être 20 ans. Queue de cheval blonde, badge qui disait Becca. Elle scannait mes articles avec l'ennui efficace de quelqu'un qui avait fait ça 10 000 fois. Puis elle s'est penchée légèrement en avant pour attraper le lait, et j'ai vu son visage changer. Juste une seconde. Un léger recul, un pincement autour du nez. Elle n'a rien dit. A continué à scanner. Mais je savais. Je sentais mauvais. Je suis rentrée à la maison, j'ai rangé les courses, et je suis allée directement à la salle de bain. J'ai levé les bras. J'ai reniflé. C'était là, pas fort. Pas le genre d'odeur qui s'annonce de l'autre bout de la pièce. Mais là, aigre, persistent. Je m'étais douchée ce matin-là. J'avais mis du déodorant. J'avais fait tout ce que j'étais censée faire. Mais l'odeur était toujours là. J'ai appelé le cabinet de Dr Patel. J'ai obtenu un rendez-vous 2 jours plus tard.
Elle a examiné mes aisselles, ce qui semblait absurde et humiliant à parts égales, puis s'est rassise. « Vous ne les lavez pas correctement », a-t-elle dit. « J'utilise du savon. Tous les jours. Est-ce que vous frottez? Ou est-ce que vous passez juste du savon dessus ?» J'y ai réfléchi. Passer du savon dessus. Quand avez-vous vraiment nettoyé cette zone pour la dernière fois? Avec un gant de toilette avec friction? Je n'ai pas répondu. Elle a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. En vieillissant, nos glandes sudoripares changent. On produit moins de sueur, mais elle est plus concentrée. Et si vous ne frottez pas physiquement la zone, vous n'éliminez pas les bactéries qui causent les odeurs. Le déodorant aide, mais ce n'est pas suffisant si la peau en dessous n'est pas propre. Elle m'a tendu une feuille imprimée avec des instructions. Laveur avec un gant de toilette. Utilisez des mouvements circulaires. Frottez doucement mais consciencieusement. Rincez complètement. Les restes de savon peuvent aggraver le problème. Séchez entièrement avant d'appliquer le déodorant. La plupart des gens ne font pas ça, a-t-elle dit. Ce n'est pas votre faute. Personne ne l'enseigne, mais ça semblait être ma faute. J'ai commencé à frotter mes aisselles chaque matin, vraiment frotter comme je le faisais quand j'étais plus jeune et n'avais pas à y penser. En 3 jours, l'odeur avait disparu, complètement disparu. Je suis retournée au même supermarché la semaine suivante, même caissière. Cette fois, quand elle s'est penchée pour scanner mon lait, son visage n'a pas changé. Elle n'a pas reculé. Je ne sentais pas mauvais. Et le soulagement que j'ai ressenti était si fort qu'il m'a presque fait tomber. Chose numéro 7, derrière vos genoux. La 7e chose, je l'ai apprise de Sarah. On faisait notre promenade matinale. C'était fin septembre, l'air commençait juste à se rafraîchir, et elle a mentionné qu'elle se grattait comme une folle. « Oh ?» ai-je demandé. « Partout, mais surtout le derrière des genoux. » Je pensais que c'était la peau sèche, mais la crème hydratante n'aide pas. « Tu laves là derrière ?» Elle s'est arrêtée de marcher. « Quoi ?» ?»« Derrière tes genoux. »« Tu les laves sous la douche ?» Elle m'a fixée. « Je veux dire, l'eau passe dessus. »« Mais tu les laves ?» ?»« Marguerite, j'ai 41 ans. Je pense que je sais comment me doucher. »« J'en ai 83 et je viens juste d'apprendre à me laver les aisselles correctement. Fais-moi plaisir. » Elle a essayé. M'a fait son rapport 2 jours plus tard. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais tu avais raison. Les démangeaisons ont arrêté. Complètement. Je ne réalisais même pas combien de crasse il y avait là derrière. C'est comme un pli, tu sais, peau contre peau. Ça piège tout. Je savais, parce que j'avais commencé à inspecter mon propre corps pour ces endroits cachés. Les zones que l'eau survole mais ne nettoie pas. Derrière les genoux en faisait partie. Voici ce que personne ne vous dit. Votre corps a des plis, des creux, des endroits où la peau touche la peau et crée des environnements chauds, sombres, humides. L'eau seule ne les nettoie pas, le savon seul ne les atteint pas. Vous devez faire attention. Vous devez frotter, derrière vos genoux, sous vos seins si vous êtes une femme, les plis où vos cuisses rencontrent votre torse, sous votre ventre si vous portez du poids, là. Ces endroits collectent la sueur, les cellules mortes, les bactéries. Et si vous les ignorez assez longtemps, ils commencent à sentir, à démanger, à se dégrader. Je les avais ignorés pendant des années, des décennies peut-être, en supposant que l'eau et le savon suffisaient. Ce n'était pas le cas. Je l'ai ajouté à ma routine. À chaque douche, je prends un gant de toilette et je frotte derrière mes genoux, sous mes bras, chaque pli, chaque creux. Ce n'est pas compliqué. Ça demande juste de faire attention. Voir votre corps comme quelque chose qui a besoin de soins, pas quelque chose qui s'occupe de lui-même. Emma m'a demandé une fois pourquoi je prends si longtemps dans la douche maintenant. « Je suis minutieuse », ai-je dit. Ma mère dit que je dois être plus minutieuse aussi. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne laisses pas juste l'eau couler sur toi. Tu te laves vraiment. Elle a réfléchi à ça. Ça a l'air de demander beaucoup de travail. C'est le cas, mais ça en vaut la peine. Pourquoi ? J'ai regardé cette petite fille de 8 ans avec toute sa vie devant elle et j'ai réfléchi à comment expliquer.
parce que prendre soin de toi n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire pour toi, ma chérie. Et si tu n'apprends pas comment le faire maintenant, tu passeras le reste de ta vie à rattraper ton retard. Elle a hoché la tête, très sérieusement, comme si je venais de lui dire quelque chose d'important. J'espère qu'elle s'en souviendra. J'espère qu'elle n'aura pas à l'apprendre comme je l'ai fait. Je n'arrête pas de penser à cette caissière, à l'expression sur son visage. À combien de fois ça a dû arriver avant que je ne le remarque enfin? Combien de personnes ont reculé, juste légèrement, et je ne l'ai jamais vu? Combien j'étais devenue invisible même à mes propres yeux? Et il y a deux autres choses que j'ai apprises, deux autres parties du corps que je négligeais. Et le point de rupture qui m'a fait réaliser que ça n'était pas qu'une question d'hygiène. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais évité toute ma vie. Chose numéro 8, l'arrière de votre cou. La 8e chose que j'ai apprise parce que Richard avait l'habitude de le toucher. C'était il y a des années, avant la distance, avant le silence qui s'était installé entre nous comme de la poussière sur les meubles. On était assis sur le canapé à regarder la télévision et sa main dérivait vers l'arrière de mon cou, juste posée là, son pouce bougeant en petits cercles. Je n'y pensais jamais vraiment. C'était juste quelque chose qu'il faisait. Après sa mort, j'ai réalisé. Plus personne ne me touche là. Plus personne ne me touche beaucoup du tout. C'était un jeudi matin début octobre. Je m'habillais, passais un pull par-dessus ma tête et j'ai senti quelque chose. Une rugosité à l'arrière de mon cou, comme du papier de verre. J'ai tendu la main en arrière, je l'ai touchée. La peau était sèche, qui pelait, rugueuse d'une façon qui semblait anormale. Depuis combien de temps était-ce comme ça? Depuis combien de temps n'avais-je pas remarqué? J'ai pensé à la main de Richard, la façon dont son pouce avait l'habitude de bouger en cercle. Il avait touché cet endroit pendant des années. Avait-il remarqué que ça changeait? Avait-il senti que ça devenait plus rugueux et n'avait jamais rien dit? Ou est-ce que c'était devenu aussi grave seulement après qu'il soit parti? Après qu'il n'y ait plus personne pour me toucher là, plus personne pour remarquer. Je l'ai lavé ce matin-là, vraiment lavé. Eau chaude, gants de toilette, savon doux. J'ai frotté en cercle, comme le pouce de Richard avait l'habitude de bouger. La peau morte est partie en petits rouleaux gris. Je l'ai refait le lendemain. Et le jour d'après. Après une semaine, la peau était plus douce. Toujours sèche, mais plus rugueuse. J'ai commencé à utiliser de la crème hydratante. Juste un peu travailler avec mes doigts après chaque douche. Et debout là, dans ma salle de bain, étalant de la crème sur l'arrière de mon cou, j'ai commencé à pleurer. Pas parce que ça faisait mal, parce que plus personne n'allait jamais me toucher là. Parce que j'avais laissé ça aller si longtemps sans remarquer. Parce que j'étais devenue invisible même à mes propres yeux. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de 8 parties du corps. Il s'agissait de quelque chose que j'avais fait toute ma vie. M'ignorer, me minimiser, me dire que je n'avais pas besoin de grand-chose, ne méritais pas grand-chose, ne devais pas demander grand-chose, jusqu'à ce que j'arrête de remarquer que j'existais. Je me suis assise à ma table de cuisine cet après-midi-là et j'ai fait une liste. Pas de partie du corps, de toutes les façons dont j'avais disparu. J'avais arrêté de porter les couleurs que j'aimais parce qu'elles semblaient trop vives pour une femme de mon âge. J'avais arrêté d'aller quelque part seule parce que je ne voulais pas déranger. J'avais arrêté de m'exprimer quand quelque chose me blessait parce que ça semblait plus facile de juste laisser passer. J'avais arrêté de me regarder dans les miroirs, sauf pour m'assurer que rien n'était visiblement anormal. J'avais passé tant d'années à être utile, à être discrète, à aller bien, que j'avais oublié comment être présente. Être vue. Être quelqu'un qui mérite d'être vu. Sarah m'a trouvée sur mon perron ce soir-là. Je n'avais pas réalisé que j'étais assise là depuis plus d'1 heure. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. » Elle s'est assise à côté de moi, a attendu. J'ai lavé mon corps de travers toute ma vie, ai-je dit finalement. Je sais, tu me l'as dit. Non, je veux dire, je me suis traitée comme quelque chose qui a juste besoin de fonctionner, comme une voiture qu'on entretient assez pour qu'elle continue à rouler mais dont on ne se soucie jamais vraiment. Sarah est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Ouais,
Je fais ça aussi. Tu as 41 ans. Et je me sens déjà invisible la moitié du temps. Je n'imagine pas ce que 83 ans doit faire. Je l'ai regardée, cette jeune mère épuisée qui travaillait à temps plein et élevait un enfant et tenait une maison et n'avait probablement pas pensé à elle, vraiment pensé à elle, depuis des années. Ça fait ça, ai-je dit. On est restés assises là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Puis Sarah a dit « Apprends-moi. » « T'apprendre quoi ?»« Tout ça, les trucs que tu as appris, les parties du corps que les gens oublient. » Alors je l'ai fait. Je l'ai guidé à travers tout. Oreilles, orteils, derrière les oreilles, nombril, ongles, aisselles, derrière les genoux, arrière du cou. Elle a pris des notes sur son téléphone. Quand j'ai terminé, elle a regardé la liste et a ri. Pas un rire joyeux, un rire fatigué. Comment on ne savait pas ça? Parce que personne ne l'enseigne. Tu es censé juste le deviner. Mais je ne l'ai pas deviné. Moi non plus. Pas avant il y a 3 semaines. Elle m'a regardée. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pensé à Dr Patel, à l'infection, à me tenir dans ma salle de bain réalisant que j'avais fait faux depuis 8 décennies. J'ai eu peur, ai-je dit. J'ai réalisé que je disparaissais. Et je ne voulais plus disparaître. Le lendemain matin, Sarah et Emma sont toutes les deux venues pour notre promenade. Emma portait un petit carnet. « Maman a dit que vous nous enseignez l'hygiène », a-t-elle annoncé. « Ah bon ?» Elle a dit que vous savez des trucs que l'école n'enseigne pas. J'ai regardé Sarah. Elle a haussé les épaules. Je lui ai dit que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse pour prendre soin de soi en vieillissant. Je ne suis pas intelligente. J'ai juste enfin commencé à faire attention. C'est la même chose, a dit Sarah. On a marché. J'ai répondu aux questions d'Emma qui allaient du pratique. Comment on nettoie son nombril sans que ça fasse mal? Au philosophique. Pourquoi les gens n'enseignent pas ces trucs? C'est complètement aléatoire. Tu penses que Timothée sait comment se laver derrière les oreilles? À mi-chemin du tour du pâté de maison, Emma a pris ma main. « Madame Marguerite? Je suis contente que vous ne disparaissiez pas. » J'ai arrêté de marcher. Sarah s'est arrêtée aussi, se retournant vers nous. Emma me fixait avec ses yeux bleus sérieux. « Je ne veux pas que vous disparaissiez, » a-t-elle dit. Je me suis agenouillée. Mes genoux ont craqué, mais je m'en fichais. « Je ne vais nulle part, ma chérie. »« Promis ?»« Promis. » Elle m'a serrée dans ses bras, vite et fort, comme les enfants serrent quand ils le pensent vraiment. Quand elle m'a lâchée, je me suis relevée, plus lentement cette fois, la main de Sarah stabilisant mon coude, et on a continué à marcher. Et j'ai pensé, c'est ça qui m'avait manqué. Pas juste laver mon corps correctement, mais compter assez pour quelqu'un pour qu'il remarque si je disparaissais. Être assez présente dans ma propre vie pour le remarquer aussi. Je lave encore ces 8 parties du corps tous les jours. O'Reilly, entre mes orteils, derrière mes oreilles, nombril, sous mes ongles, eye cells, derrière mes genoux, l'arrière de mon cou. Ça prend peut-être 5 minutes de plus dans la douche. 5 minutes pour dire « je compte ». Je mérite qu'on prenne soin de moi. Je suis encore là. Certains matins, ça semble bête, comme si je faisais trop d'une petite chose. Mais ensuite, je me souviens du visage de la caissière. Jeanne remarquant mes ongles, l'infection qui aurait pu empirer, les années que j'ai passées invisibles, et je continue à laver. Dr Patel m'a dit la semaine dernière que ma santé générale s'était améliorée, meilleure peau, moins d'infections mineures. Même mon équilibre est plus stable. Quoi que vous fassiez, a-t-elle dit, continuez. Je ne lui ai pas dit que c'était juste me laver correctement. Elle le savait probablement. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Sur pourquoi c'était si important. Sur pourquoi je me suis effondrée en pleurant pour l'arrière de mon cou. Ce n'était pas que Richard. Il y avait quelqu'un d'autre, il y a longtemps. L'été 1964. Arthur. Je l'ai mentionné avant, en passant. Jamais l'histoire complète. Il avait l'habitude de dire que j'étais belle. Pas d'une façon lubrique, d'une façon qui me faisait me sentir vue. Richard n'a jamais dit ça. Richard m'aimait, je pense, mais il ne m'a jamais vue.
Arthur C. Et je me suis éloignée de ça parce que j'avais peur de vouloir être vue, peur d'avoir besoin de plus. J'ai passé 50 ans à me faire plus petite, à me rendre invisible, jusqu'à ce que je disparaisse presque complètement. Laver ces 8 parties du corps ne ramènera pas Arthur, ne changera pas les choix que j'ai faits, ne me rendra pas les années que j'ai perdues. Mais ça fait autre chose. Ça dit, je suis encore là, je compte encore. Même si personne ne touche l'arrière de mon cou, même si personne ne regarde, moi je regarde, et c'est suffisant. Je regarde Emma maintenant pendant nos promenades, et je la vois remarquer des choses. La façon dont la lumière frappe les feuilles, le son de ses chaussures sur le trottoir, la sensation de ma main dans la sienne. Elle est présente d'une façon que je n'ai jamais été à son âge, d'une façon que je commence tout juste à apprendre maintenant. Et je pense, peut-être que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pas d'hygiène, de présence. Faire attention à soi avec le même soin qu'on donnerait à quelqu'un qu'on aime. Remarquer les endroits qu'on a ignorés. Les parties de soi qu'on a laissées aller sans le vouloir. Et décider qu'elles comptent. Vous comptez, même les parties oubliées. Surtout les parties oubliées. Je suis reconnaissante pour l'infection qui a déclenché tout ça. Pour Dr Patel qui n'a pas juste prescrit des antibiotiques et m'a renvoyé chez moi. Pour Jeanne qui a remarqué mes ongles. Pour Sarah qui m'a demandé de lui apprendre. Pour Emma qui ne veut pas que je disparaisse. Pour la caissière dont le visage a changé, même si elle n'a jamais dit un mot. Pour 8 parties du corps que j'avais ignorées pendant 83 ans. Et pour la réalisation qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à se voir. J'ai encore cette liste que j'ai faite, celle sur toutes les façons dont j'ai disparu. Parfois je la regarde et j'ajoute des choses, parfois j'en barre. Lentement, je redeviens visible. Aux autres, à moi-même. C'est plus difficile que ce que j'attendais, et plus simple. Juste faire attention, juste être là, juste laver les parties que tout le monde oublie. Si vous ne retenez rien d'autre de ceci, retenez cela. Votre corps n'est pas juste quelque chose qui vous transporte à travers le monde. C'est vous, et il mérite qu'on en prenne soin. Pas un jour, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand vous le mériterez. Maintenant, vous le méritez maintenant. Lavez vos oreilles. L'intérieur de la partie externe du conduit, doucement, après chaque douche. Séchez entre vos orteils. Chacun d'entre eux, chaque jour, nettoyez derrière vos oreilles avec un gant humide. Cette peau a aussi besoin d'attention. Votre nombril n'est pas décoratif. Lavez-le. Frottez sous vos ongles, même quand vos mains font mal. Surtout là. Vos aisselles ont besoin de friction, pas juste de savon. Lavez-les vraiment. Derrière vos genoux, les plis. Les endroits que vous ne pouvez pas voir, ils font toujours partie de vous. Et l'arrière de votre cou, l'endroit que plus personne ne touche, touchez-le vous-même, doucement, comme si vous comptiez, parce que c'est le cas. J'ai tout écrit, vous savez, dans ce livre que j'ai mentionné, le Code de la liberté. Il y a plus dedans, sur rester indépendant. Sur les petites pertes qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elles s'additionnent en quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Sur apprendre à se voir de nouveau. Je suis encore timide à ce sujet. Je pense encore à tout supprimer, mais des gens comme Dorothée et Patricia m'ont dit que ça les avait aidés. Alors c'est là, dans le commentaire épinglé. Si vous le voulez, lisez-le bientôt, avant que je perde courage et supprime tout. J'ai 43 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai disparu par petits incréments. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à revenir, une partie du corps à la fois. Un moment d'attention à la fois, une décision à la fois de dire « Je suis encore là, je compte encore, je ne disparais plus ».